Je suis là, nous sommes là aujourd'hui avec quelques collègues du groupe de travail Lobbying Gouvernance pour vous présenter le groupe, ses objectifs et puis un état d'avancement avec quelques réalisations déjà. Alors, la première question, c'est pourquoi est-ce que nous avons décidé de former ce groupe de travail lobbying gouvernance ou lobbying externe? Alors, déjà depuis plusieurs années, nous avons pu prendre connaissance des initiatives de la carte étudiante européenne et de Erasmus Without Paper, grâce aux communications envoyées par la Commission et aux réunions d'information organisées par l'agence et lors des congrès annuels de l'EAIE. Mais d'un côté, nous nous sentions démunis, assez seuls, devant des projets d'une telle ampleur, surtout dans leur dimension technique, je dirais. Et puis, nous n'avions pas l'impression que les établissements français s'étaient suffisamment bien saisis de ces initiatives. Et peut-être que ça concerne plutôt Erasmus Without Paper. Et je pense que c'est fortement aussi dépendant. On est quand même des établissements d'enseignement supérieur très, il y a beaucoup de diversité dans nos structures, dans la taille, dans les moyens que nous avons à notre disposition. Et donc, il était inquiétant de voir que tout n'était pas du tout au même niveau d'implication ou même d'information. Donc, nous nous sommes demandé quel levier nous pouvions activer pour contribuer à un mouvement collectif d'engagement dans ces projets et plus précisément, comment convaincre les directions générales de nos établissements d'investir dans les moyens humains et financiers nécessaires pour réussir la transformation digitale de nos activités appelées par ces initiatives. Donc, dans le premier slide, vous voyez en fait le constat que nous avons besoin d'un soutien politique pour la mise en place des initiatives dans nos établissements. L'échange à Bordeaux nous a réconfortés dans ce constat et nous avons vu qu'il y avait besoin de sensibiliser les décisionnaires et aussi aider les gens en interne à sensibiliser leur DSI, leur DG. Donc, le travail de ce groupe est principalement un lobbying externe. Donc, je passe, mais nous travaillons aussi avec le groupe de travail lobbying interne pour élaborer des outils de communication qui seront mis à la disposition des ERI et des DSI pour les aider à porter le message au sein de leur établissement. Et ça, c'est ce que j'appellerais notre action de communication formelle qui va donner lieu à des livrables, une présentation et une note. Mais après, nous travaillons aussi de manière informelle. Notre groupe fait un grand travail de réseautage. Je ne sais pas si j'ai perdu le partage d'écran là. Si, Suzanne. Ouais, je pense que je vais essayer de remettre ça. Voilà, il y a eu un petit hic. Est-ce que ça réapparaît? Oui, c'est bon. Ok, merci. Alors, nous faisons un travail de réseautage. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que notre groupe de travail, nous sommes des membres très divers. Nous représentons des universités, des écoles d'ingénieurs privés, des universités privées, des instances plutôt en termes des experts informatiques, etc. Et donc, chacun de nous, nous avons pris le téléphone, nous avons organisé des réunions Teams auprès des membres de notre réseau personnel. Par exemple, Fatou, qui est là avec nous, elle a activé le réseau Relations internationales dans l'enseignement supérieur, dont elle est membre. Il y a d'autres, et je crois que c'est Fatou peut-être aussi avec Beate, vous avez activé le réseau la conférence des présidents des universités. Nous avons Solène dans le groupe qui travaille pour la CGE.
Nous avons pu téléphoner là-bas. La CDFI, ça c'est pour les écoles d'ingénieurs. Moi, j'ai pu téléphoner là-bas et aussi contacter l'UGEI par la CDFI et par le biais aussi de Solène, la CGE. Et l'idée, l'objectif, c'est de créer des opportunités de prise de parole par l'agence lors de temps d'échanges forts au sein de chaque instance. Donc, pour vous donner une idée, ici, nous avons listé quelques résultats obtenus jusque-là. Par exemple, Solène a fait un appel à participation à la CGE, demander aux membres de la CGE de s'impliquer dans les groupes de travail utilisateurs. Elle a lancé cet appel en décembre auprès des commissions vie étudiantes et aux relations internationales de la CGE et elle a demandé un relais auprès des DSI. Et en fait, grâce à cette action, nous avons obtenu 14 réponses positives. Ça veut dire que 14 personnes ont pris la décision de s'impliquer dans les groupes de travail suite à l'appel. Ensuite, il y a eu une ouverture permettant une intervention de Marie-Pierre Chalambeau auprès de la Commission Relations internationales de la CGE en décembre, avec environ 80 participants. Donc, elle a pu expliquer devant ce groupe cible les enjeux des initiatives et aussi de leur montrer où ils pouvaient retrouver des ressources en ligne ou des personnes qu'ils peuvent contacter. Il y a aussi par Fatou le relais auprès du réseau des vice-présidents des relations internationales dans les universités. Il y a eu une première réunion grâce à Bertrand entre la directrice de l'agence Erasmus et le directeur de l'AMU, avec l'amorce d'une collaboration autour des initiatives qui va bénéficier à nous tous. Il y a eu une ouverture auprès de la CDFI qui a permis une intervention de la part de Marie-Pierre auprès des directeurs des écoles le 15 janvier, donc tout récemment, et nous tentons également une approche du comité numérique de la CPU et on espère qu'il y aura une intervention possible en février prochain. Alors là, ça conclut ma partie de cette présentation. Je passe la parole à Beate qui va prendre les prochains slides. Donc Beate, j'avance au prochain slide et je coupe mon micro. Merci beaucoup, Suzanne. Donc, Beate Baldwin, je travaille à Lyon 2 et je vais vous exposer les enjeux que notre groupe a identifiés et ses conséquences. Donc, nous allons commencer par un constat, c'est que la France est dans le dernier tiers des pays européens au niveau de la digitalisation et que cette position ne correspond pas à nos ambitions d'être un leader. Donc, un premier objectif est donc de relancer l'attractivité de l'enseignement supérieur français au sein de ses partenaires européens. Il s'agit donc de faire avancer la digitalisation et nous avons mis la définition là en bas sur notre slide qui passe par les services rendus aux étudiants et entraîne bien évidemment des changements au niveau de nos processus qui sont encore pensés pour le papier. Or, la génération d'étudiants qui rentrent dans nos établissements est née avec le numérique et a des comportements et donc des besoins qui sont bien différents de l'approche traditionnelle. Et donc, je vais passer à la nouvelle slide, la slide d'après. Merci beaucoup, Suzanne. Super. Donc, on s'est prêté un exercice assez connu qui est celui du SWOT, afin de vous exposer une image réaliste de l'impact qu'une digitalisation peut avoir dans un établissement. Donc, il y a forces, faiblesses, opportunités et risques. Donc, au niveau des forces, la digitalisation sur un long terme permet un gain de temps dans la gestion des mobilités. Donc, nous prévoyons à peu près 20% de temps gagné au niveau de la gestion. Elle permet aussi la création d'un sentiment d'appartenance européen parce que nous sommes tous ensemble en train de travailler avec les mêmes outils.
C'est une approche qui est centrée sur les besoins des utilisateurs et on a parlé de cette nouvelle génération des digital natives. Donc, ça permet une simplification et ça nous permet aussi de se sentir ensemble dans un réseau qui nous soutient. Et ce webinaire en est l'exemple. Ou le groupe de travail. Au niveau des faiblesses, donc il y a une utilisation encore très inégale au niveau européen dans les différentes institutions. Il y a une nécessité de repenser les processus en interne car la digitalisation interroge et modifie nos propres façons de faire. Et l'implémentation est aussi une charge de travail supplémentaire, donc à court terme. Dans les opportunités, cette initiative est un tremplin pour faire avancer la digitalisation dans les établissements en général. Par exemple, que nous respectons les règles RGPD. Elle permet aussi de repenser les processus internes. Et je sais que je l'ai mis dans les faiblesses, mais c'est aussi une opportunité de repenser nos processus internes et devenir plus efficaces et de réduire le gap avec les pays qui sont en tête de la digitalisation et devenir donc des partenaires plus attractifs. Et donc, le dernier carré sont les risques. Nous en avons identifié 3. Donc, pendant l'implémentation, il y a une surcharge de travail de certains acteurs, par exemple au niveau de la DSI, des référents métiers, des gestionnaires, etc. Il y a un risque de conflit, car la digitalisation demande aussi un travail en commun entre de nombreux services qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, qui ont des façons de faire très différentes. Et il y a aussi un risque de démotivation, parce que s'il n'y a pas un chef de projet dédié, donc on a des ressources, et un leadership qui soutient, c'est-à-dire une volonté de la présidence ou de la direction de digitaliser les services. Et donc, je passe la main à ma collègue Fatou Estou et je m'éclipse. Merci Béate. Merci Suzanne de poursuivre le déroulé des diapositives. Alors, nous avons constitué ce groupe lobbying externe et tout de suite, ce qui a été très intéressant, c'est qu'il a été élargi à une diversité d'organisations telles que les grandes universités, bien sûr, publiques, et pas que les grandes, pardon, les universités publiques au sens large, les conférences d'établissement, les écoles d'ingénieurs privées, publiques, et même les écoles d'art, puisque nous avons une représentante aussi d'une école d'architecture. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la diversité du paysage de l'enseignement supérieur français, c'est celui-ci. Ce sont des approches et des besoins différents selon la taille des organisations et leur mode de fonctionnement. Et je pense qu'il est très important au niveau de cette initiative que tous se sentent concernés. Comme l'a dit Béate très justement, nous sommes dans le flop. La France est dans le flop donc des pays en termes de digitalisation et je pense que toutes les écoles, toutes les structures doivent être sensibilisées. De la même façon, nous avons une diversité d'outils et donc d'expériences autour de la gestion de la donnée en tant que telle. On ne va pas revenir sur le fait qu'il y a plusieurs prestataires de services, il y a même des outils institutionnels, individuels, qui ont été mis en place suivant effectivement la taille de ces structures et qu'on a souhaité très largement et de façon complètement collaborative qu'il y ait une participation active également d'experts du numérique. Je salue la présence de l'AMU avec Bertrand Moquet. C'est une richesse inestimable qui nous permet d'ailleurs de faire de réels avancements dans notre prise de position et dans cette sensibilisation. Je finirai juste donc par vous avez là la liste de l'ensemble des membres du JT Lobbying Gouvernance. Donc encore une fois, j'insiste, des universités, des écoles d'ingénieurs, l'AMU,
des représentants de la commune avec Aurore Patay, enfin d'une commune, pardon, avec Aurore Patay, les conférences des grandes écoles avec Solène, un DSI avec Pierre Reynaud et un directeur du campus numérique, là aussi d'une toute autre institution, l'Institut catholique de Lille, Thierry Sobanski. Et notre dernière diapositive concerne les livrables. Voilà, donc l'idée en termes de livrables et d'actions, c'est de continuer nos efforts auprès des instances de gouvernance macro, ce que Suzanne précisait en termes d'actions informelles dans une des premières diapositives, et bien sûr d'être en lien avec le JT Lobbying Interne qui va me succéder dans sa présentation. Dans la mise à disposition d'outils de communication, nous avons comme objectif que ce soit disponible, ces livrables, en avril 2021. Donc, à la fois une présentation type personnalisable PowerPoint et bien sûr une note d'accompagnement relative à la mise en œuvre de l'initiative sur le plan institutionnel. L'important, encore une fois, c'est que ce soit fait en coordination avec le JT Lobbying Interne. Voilà, nous vous remercions de votre attention. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Je remercie Bertrand et Aurore d'y répondre. Et Suzanne, eh bien, écoute, on peut clôturer notre présentation de diapo. Merci à tous. Merci infiniment à vous trois et puis à l'ensemble du groupe. Je profite de cette transition donc pour passer au groupe qui travaille sur le lobby interne pour saluer la présence notamment de David Ronja et de Bertrand Moquet et de l'AMU qui ont accompagné l'agence en fait dans cette démarche et notamment dans la démarche groupe utilisateur depuis son démarrage en fait. Voilà, donc je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot avant que Sophie et Charlène ne prennent la parole, mais en tout cas je voulais saluer votre contribution qui a été clé à des moments importants de cette démarche. Juste, bonjour David Ronja de l'AMU, juste Marie-Pierre, on va te remercier de nous avoir salués, c'était normal d'accompagner l'agence dans ce dispositif de groupe utilisateur. On va pouvoir laisser la parole au groupe Lobbying Interne. Merci.